Bonjour, je suis Emila Kemeli-Noubli, enseignante de gestion à Esprit et co-responsable du module gestion de projet. Dans le cadre de ce module administré aux étudiants de la 4e année ingénierie, toutes spécialités confondues, cette vidéo servira pour expliciter le contenu de la 3e séance relative au management des délais. Juste une petite récapitulation par rapport aux 2 premières séances. Donc, une première séance qui a été donc déjà présentée et filmée par ma collègue Wefe Geiji. Au niveau de cette séance, nous avons mis l'accent sur les notions clés et le cadre général du management de projet. Donc, tout ce qui est trame théorique en vue de parler un langage commun en gestion de projet. Cette séance a été clôturée par le croisement entre 10 domaines de connaissances de la gestion de projet avec les groupes de processus en question, chose qui nous a permis, selon le référentiel PMA et PMBOK dans sa dernière version, d'identifier 49 processus, lesquels vont être explicités au niveau des séances de cours pour donner à l'élève ingénieur une visibilité complète, claire et nette sur la manière avec laquelle nous devons réfléchir, nous devons agencer, manager tous les domaines de connaissances définis d'une manière sommaire au niveau de la première séance. Au niveau de la deuxième séance, on a commencé à décortiquer le management des différents domaines. On a commencé par le domaine d'intégration, qui reflète le rôle transversal du chef de projet, en intégrant donc toutes les phases, toutes les parties du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la livraison du livrable final. Ensuite, on s'est attardé sur le domaine du contenu qui permet de voir de plus près de quoi est formé notre projet. C'est pour nous aider dans les domaines suivants à estimer les délais, par exemple, l'allocation des ressources, les coûts, pour anticiper et identifier les éventuels risques, pour manager la qualité. Donc, tout ce qu'on va voir progressivement au fur et à mesure qu'on avance dans la formation. On a aussi, peut-être d'une manière rapide, on a abordé aussi le domaine d'approvisionnement. On ne s'est pas trop attardé là-dessus. Comme vous le savez, le volume horaire de cette formation, il est assez réduit par rapport au contenu assez riche euh, du module gestion de projet, mais au moins, ce que nous espérons réellement derrière cette formation, c'est de permettre à nos étudiants d'avoir un socle théorique assez complet qui leur permet de comprendre la manière avec laquelle ils pourraient un jour accompagner leur projet. Et bien évidemment, ce socle théorique est susceptible d'être amélioré par la suite par des formations et des ateliers, par des formations complémentaires et par l'organisation d'ateliers en dehors des séances de cours. Aujourd'hui, notre 3e séance va comporter le domaine des délais, c'est-à-dire la planification, l'identification des tâches, le séquencement, etc. Donc, pour le management des délais, juste un petit détail, cette partie qui est assez intéressante pour l'élève ingénieur parce qu'elle permet par la suite de clarifier et d'élucider pas mal d'aspects relatifs à l'allocation de ressources, relatifs donc à l'estimation des coûts, à la maîtrise de tous les processus, etc. Donc, nous allons commencer au niveau de cette séance par identifier, planifier et séquencer les activités et nous compléterons ce domaine de management des délais au niveau, comme vous le voyez sur le plan, au niveau de la 4e séance qui sera par la suite clôturée par le domaine coût, puis un petit avant-goût sur les séances qui restent. À la 5e séance, il y aura le traitement des domaines parties prenantes, ressources et communication et nous clôturerons notre formation par les domaines de qualité et de risque. Comme on a eu l'habitude de faire, donc pour ce management des délais du projet, nous allons commencer par une petite définition, puis nous allons présenter brièvement les différents processus de ce domaine-là et nous allons les croiser avec les groupes de processus pour identifier
dans quel groupe de processus du cycle de vie de management ces processus-là sont-ils impliqués. Donc, comme vous le voyez devant vous, le management des délais comporte 7 processus. Nous commençons par la planification des délais, donc c'est le groupe de processus de planification, puis l'identification des activités, le séquencement des activités, c'est aussi la planification. Ensuite, l'estimation des ressources nécessaires aux activités, l'estimation de la durée des activités, l'élaboration de l'échéancier, c'est-à-dire un échéancier qui comporte toutes les dates clés, qui permet aussi d'identifier les tâches, puis le chemin critique auquel il faut accorder plus de priorité en termes de ressources, en termes de, donc d'exécution et de management. Et nous finirons ce processus par la maîtrise de l'échéancier. Juste un petit détail à ce niveau. Quels sont les processus que nous n'allons pas vraiment traiter d'une manière approfondie? Comme vous le voyez, comme je l'ai déjà évoqué, je m'excuse, on va s'attarder aujourd'hui sur ces 3 premiers processus. Mais ceci n'exclut pas que je vais aborder un peu brièvement ces 2 processus parce qu'ils ne feront pas l'objet malheureusement de sections complètes, juste donc une petite présentation qui permet de montrer leur intérêt dans ce domaine de management des délais. Lorsqu'on parle de l'estimation des ressources nécessaires aux activités, peut-être que vous pouvez vous poser la question pour dire pourquoi parle-t-on de ressources au niveau du management des délais. Et même si c'est un peu évident de traiter cette partie, mais vous avez le droit de poser une question pareille. Peut-être que vous n'avez pas encore la possibilité de synchroniser tous les domaines et de comprendre surtout que tous ces domaines que nous sommes en train d'étudier un par un, ce sont des domaines qui se chevauchent, des domaines qui agissent en même temps, qui ont lieu en même temps, c'est-à-dire leur processus s'exécute en même temps. Et donc, nous devons être conscients que certains processus d'un autre domaine de management sont là pour alimenter le management des délais. Et principalement parce que pour pouvoir mesurer et estimer les délais, nous devons tout d'abord avoir une idée sur les ressources qui vont être mobilisées pour mettre en place cette activité, pour exécuter cette activité. Donc, ça va de soi parce que si je vais effectuer une tâche avec 3 personnes, ça ne va pas prendre le même temps qu'avec 5 personnes. Si je vais faire recours à une équipe ordinaire, ça ne va pas prendre la même plage horaire que pour une équipe hautement qualifiée. Aussi, si on parle en termes de ressources matérielles aussi, il y a des ressources, il y a des équipements qui sont plus performants que d'autres. Il y a des équipements qui ont une productivité ou un rendement qui est plus prononcé que d'autres, selon le degré de sophistication, selon le niveau de productivité. Donc, le fait d'estimer les ressources nécessaires et de voir de près de quoi notre système de management que nous avons identifié au niveau de la première séance est capable de nous fournir, ceci va impacter par la suite l'estimation de la durée des activités. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour l'estimation de ces durées pour vous dire que ceci est tributaire d'une pondération entre différents scénarios. Donc, la méthode la plus utilisée pour décider d'une durée standard des activités en vue d'élaborer par la suite l'échéancier, parce que dans un premier temps, on va séquencer les activités, c'est-à-dire les ordonnancer, puis estimer les ressources. À partir de ces ressources, on va estimer la durée pour pouvoir par la suite alimenter. Donc, tout ça va servir comme élément d'entrée pour l'élaboration de l'échéancier, c'est-à-dire pour finaliser les dates, les points de rendez-vous, les dates clés, la date de fin, etc. Donc, lorsqu'on parle estimation de la durée, je reviens vers ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on est dans l'obligation de prévoir un scénario pessimiste, c'est-à-dire une durée plus longue selon les moyens et les ressources, que nous allons multiplier fois 1, plus un scénario probable, celui qui est le plus probable, selon bien sûr l'effet expérience et tout. Donc, cette valeur, cette durée-là va prendre une pondération de 4 points
et puis un scénario optimiste. Le meilleur scénario va prendre un seul point. Donc, si on fait 1 fois le scénario pessimiste plus 4 fois le scénario probable plus 1 fois le scénario pessimiste et optimiste, je m'excuse, et que l'on divise le total par 6, nous allons pouvoir arrêter à peu près une durée moyenne, une durée standard que nous allons utiliser par la suite pour élaborer l'échéancier. Donc, l'élaboration de l'échéancier qui fera la principale partie de la prochaine séance. Donc, voilà un petit aperçu, peut-être un peu lent, mais on va essayer de l'élucider au fur et à mesure que l'on avance dans la présentation. C'est quoi un management des délais? Donc, le management des délais, ça comprend tous les processus nécessaires en vue de maîtriser l'échéancier du projet. Maîtriser, c'est-à-dire être capable de rectifier et d'ajuster les écarts, de procéder aux modifications nécessaires, de les approuver, etc. Mais avant de manager ces délais, avant de planifier ces délais, il faut s'assurer que le projet contient tout le travail requis et uniquement celui-ci. Et d'ailleurs, cette phrase-là, elle a été déjà avancée au niveau du domaine de contenu. C'est pour dire que on doit être vraiment bien précis dans le descriptif du contenu parce que si jamais on va rajouter des détails en plus ou peut-être oublier des détails, ceci va impérativement biaiser notre échéancier et notre planification. Donc voilà les différents processus que j'étais en train de présenter brièvement. Comme vous le voyez, les 3 premiers sont mentionnés en gras. C'est bien ces 3 processus sur lesquels nous allons nous attarder tout au long de cette vidéo. Commençons par la planification des délais, donc qui appartient au groupe de processus de planification. Donc vous trouverez continuellement le nom du domaine à gérer et le groupe de processus auquel appartient le processus en question. Donc, ça va être toujours présenté de cette manière-là. Donc, ce processus de planification est nécessaire pour établir un plan de management des délais qui permet de définir, bien évidemment, le format de l'échéancier en termes d'unités de mesure, le nombre de jours, de mois, de semaines, les critères d'élaboration, le calcul de l'avancement, la collecte des informations, les critères de maîtrise, les outils et techniques à utiliser, etc. Donc, tout ce qui relève de ce processus complet de planification. Ce processus est nécessaire en vue d'identifier les activités qui doivent être réalisées pour produire les divers livrables du projet. C'est pour ça que tout à l'heure, on a axé sur le fait que le descriptif doit comporter tout le contenu, pas plus que le contenu et pas moins que le contenu. Nous devons être assez précis pour que la planification soit la plus fidèle de la réalité. On se réfère à quoi exactement pour identifier ces activités-là? On se réfère au lot de travail du projet. Autrement dit, vous vous rappelez bien au niveau du domaine des contenus que nous avons au niveau du dernier processus de planification, on a parlé de la décomposition du projet global en sous-lots et en lot de travail et en sous-lot en vue de faire apparaître un organigramme technique des tâches qui est dit la WBS, The Work Breakdown Structure. Donc, c'est le fait de décomposer notre projet en sous-lot pour le comprendre en profondeur, pour pouvoir trouver le moyen de le planifier, d'estimer les ressources nécessaires, aussi bien matérielles qu'humaines, pour pouvoir détecter les risques potentiels, pour pouvoir tout de même recenser les exigences, etc., etc. Et donc, ces lots de travail, ou ce qu'on appelle en anglais les work packages, seront décomposés sous forme de composants plus petits. Ces composants-là sont bien les activités que nous devons identifier dans ce second processus qu'on appelle aussi, on peut appeler tout de même les tâches de l'échéancier ou les activités de l'échéancier. On les appelle aussi dans le jargon de la gestion de projet comme étant les petits boulots.
Donc, c'est l'élément le plus petit que l'on peut identifier pour pouvoir par la suite identifier les ressources nécessaires et puis estimer la durée par tâche ou par activité. Si on vous montre cet exemple théorique, donc voilà une partie d'un organigramme WBS, comme vous le voyez. Donc ici, c'est le théorique. Un lot de travail peut être divisé en 2 sous-lots, voire même 3, et chaque sous-lot, il est censé être décomposé en activités. Si on transpose cette décomposition théorique sur notre exemple de l'activité 2, celui de la station de pompage des eaux usées, nous pouvons prendre le lot de travail de montage de la station de pompage, juste le montage. Ce montage-là est composé de 2 sous-lots, les travaux mécaniques et les travaux électriques, et ça demeure insuffisant de s'arrêter à ce niveau si on aimerait bien identifier des activités qui feront l'objet d'ordonnancement et de séquencement par la suite pour pouvoir faire les bonnes estimations. Donc, on continue à décomposer encore davantage. Pour les travaux mécaniques, on peut identifier 4 activités ou 4 tâches. Idem pour les travaux électriques, nous pouvons les décomposer en 4 tâches. Ainsi, nous aurons le moyen et nous aurons plus de visibilité sur l'identification des ressources et puis sur l'estimation des durées. Cette décomposition fournit alors une base d'estimation, comme je viens de le dire, une estimation des délais, une estimation des ressources, l'estimation des risques, etc. Aussi une base de planification, d'exécution, de surveillance et de maîtrise. Donc, si vous le remarquez bien, c'est une base pour alimenter tous les groupes de processus que nous avons identifiés antérieurement. À travers cette identification des activités, nous devons parvenir à identifier les attributs des activités. Donc, chaque activité doit avoir un identifiant, une description, la présence de prédécesseurs et de successeurs. Si jamais elle a des relations faibles pour pouvoir commencer en décalage avec d'autres, quelles sont les ressources, quelles sont les contraintes à prendre en considération, etc. Donc, c'est comme une pièce d'identité de chaque tâche ou de chaque activité. C'est pour ça que l'on qualifie tous ces éléments-là qui ne forment pas vraiment une liste exhaustive, mais les plus importants. Donc, ce sont les attributs des activités. Passons maintenant au troisième processus, celui du séquencement des activités. Donc, c'est quoi un processus de séquencement? Donc, c'est un processus qui est nécessaire en vue d'identifier et de documenter les dépendances entre les activités de l'échéancier. Et là, le terme dépendance nécessite une petite explication. Lorsqu'on dit une tâche est dépendante d'une autre tâche, ça peut être révélateur d'une relation forte ou d'une relation faible. Lorsqu'on parle de relation de dépendance forte, ça veut dire qu'une tâche est la contrainte d'une deuxième tâche. Si on prend le cas de la tâche A et de la tâche B, B est la contrainte de A ou inversement. Donc, si on dit que A est la contrainte de B, ça veut dire que B ne peut commencer que si A a été achevé. Donc là, il y a une dépendance forte entre les deux tâches qui va nous aider par la suite à ordonnancer correctement donc l'apparition ou l'exécution de ces deux tâches. Par contre, il peut y avoir des dépendances faibles. Ça veut dire que parfois, il y a des tâches qui peuvent être exécutées parallèlement parce qu'il n'y a pas vraiment donc cette notion de contrainte, cette notion de dépendance forte et du coup, elles peuvent commencer soit au même temps, soit avec des décalages. D'accord? Et c'est là où nous pouvons utiliser des techniques de compression des délais et ça nous aidera par la suite à minimiser la durée globale au niveau de l'échéancier. Qu'est-ce qu'un processus de séquencement ou de planification d'un projet? Donc, ça consiste à concevoir, maintenir et animer un programme réalisable permettant d'atteindre les objectifs du projet dans lequel on a
accepter de s'engager. Donc, comme on vient de le dire, cette planification, ce séquencement, c'est le fait de mettre en place un programme qui doit être bien évidemment réalisable en se référant à notre système de management et puis qui permet d'atteindre les objectifs et de donner lieu à un livrable bien spécifique. Donc, cette planification, elle est initialisée au début du projet, mais vous devez vous mettre en tête qu'elle est toujours mise à jour pendant toute sa durée de vie. Ça veut dire que la planification n'est en aucun cas figée. À chaque fois qu'il y a nécessité de modification, quel que soit le domaine, ça peut être une modification au niveau des ressources, au niveau du contenu, au niveau je ne sais pas, des durées, etc. Donc, ça va impacter obligatoirement le planning ou le séquencement de ces activités. La méthode que nous avons choisie pour vous en tant qu'élève ingénieur et qui paraît académiquement parlant la plus facile à assimiler et qui nous prépare peut-être à d'autres méthodes plus sophistiquées ou qui nous prépare à comprendre ce qui se passe réellement dans la boîte noire d'un logiciel comme l'MS Project qui permet de visualiser un diagramme tout près avec le calcul des dates, des marges, etc. Donc, on a choisi pour vous cette méthode traditionnelle que nous allons vulgariser ensemble et ça nous permettra au fur et à mesure de comprendre pas mal de choses. Donc, c'est quoi la méthode PERT? C'est l'abréviation de la méthode en anglais dite Program Evaluation and Review Technique. Donc, c'est la technique d'élaboration et de mise à jour du programme, comme on vient de le préciser. Donc, la planification n'est pas figée, elle est toujours objet de modification. Cette méthode, elle a été développée pour la première fois par le Pentagone dans les années 50, donc au niveau d'un projet de défense qui était planifié au départ sur 7 ans, puis qu'on a réussi à le réduire à 5 ans par des des techniques de compression, le fait de mener des tâches en parallèle dès lors qu'on constate qu'il n'y a pas de dépendance entre elles, ou de les commencer, de lancer une tâche en décalage par rapport à une autre au lieu d'attendre l'autre qu'elle se termine. Donc tout ça, ça a porté fruit, ça a donné de bons résultats, chose qui a fait que cette méthode est désormais utilisée dans le domaine de management de projet. Cette méthode, donc, c'est une technique permettant de gérer l'ordonnancement d'un projet et elle permet de représenter sous forme de graphe en réseau, vous allez mieux comprendre ça dans quelques instants, des tâches dont l'enchaînement permet d'aboutir à l'atteinte des objectifs d'un projet. Donc, comme vous le voyez, le graphe PERT est composé d'étapes et d'opérations. Ces étapes-là ou ces nœuds sont représentés par des cercles. Donc, les étapes sont représentées par des cercles qu'on qualifie de nœuds et les opérations ou les tâches ou les activités sont représentées par des flèches ou des arcs de cercle ou peut-être la forme hexagonale. Moi, je favorise cette forme-là, vous allez voir tout à l'heure, parce que c'est elle qui permet d'avoir un graphe ou un diagramme esthétiquement beau. Donc, un autre aspect à préciser à ce niveau, c'est que la longueur des flèches n'a pas de signification. Autrement dit, il n'y a pas du tout proportionnalité de la flèche par rapport au temps, c'est-à-dire par rapport à sa durée. Ça ne veut pas dire qu'une tâche qui est d'une durée de 20 jours, elle est plus longue qu'une tâche d'une durée de 5 jours. Pas du tout. Donc, il n'y a pas du tout cette proportionnalité. Vous allez mieux maîtriser cette méthode-là au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on a décidé de commencer à expliciter cette méthode-là en procédant par des petites mises en situation au début en vue de vous donner tous les éléments, toutes les appellations, toutes sortes de relations et de séquencement des activités pour pouvoir par la suite traiter un cas complet, donc traiter tout un problème, tout un projet qui comporte un nombre plus grand de tâches avec des relations plus sophistiquées et plus complexes. Donc, commençons par ce petit tableau de contraintes
Lorsqu'on dit tableau de contraintes, je rappelle encore une fois que le terme contrainte signifie que une tâche peut être contraignée par l'exécution et la finalisation d'une autre tâche. Donc, comme vous le voyez ici, la tâche T n'a pas de contrainte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de prédécesseur. C'est une tâche de démarrage. Donc, c'est avec cette tâche-là que nous allons commencer notre projet. Par contre, la tâche A, elle a une contrainte, vu qu'elle doit impérativement être précédée par la tâche T. Donc, T représente une contrainte pour A et A ne peut commencer que si T a été clôturé. Voilà comment nous pouvons schématiser cette relation-là, ce qui existe sur ce tableau de contraintes. Donc, T, c'est une tâche de démarrage qui est donc schématisée entre deux nœuds, un nœud de début et un nœud de fin de la tâche. Celui-là, c'est bien le nœud de début du projet. Et puis, la tâche A qui vient succéder la tâche T. Et donc, comment peut-on appeler ces deux tâches? Ces deux tâches, A et T, se succèdent immédiatement et donc elles sont appelées des tâches successives. T est le prédécesseur, A est le successeur. Précisons, comme je viens de le dire concernant la représentation graphique, que pour n'importe quel projet, quel que soit le nombre de tâches, tout projet débute par un seul nœud de début et il est finalisé, il est clôturé par un seul nœud de fin. Et ceci, quel que soit le nombre de tâches de démarrage et quel que soit le nombre de tâches avec lesquelles nous allons clôturer notre projet. D'accord? Vous allez mieux comprendre cette remarque ultérieurement. Je vais la rappeler dans des exemples ultérieurs. Deuxième mise en situation, soit le tableau de contraintes suivant. A, c'est le code, c'est l'identifiant de la tâche. La tâche, c'est l'achat de pompes. T, c'est l'étude des pompes. B, c'est la préparation terrain. Et T, c'est l'étude pompe. Nous remarquons bien sur ce tableau de contraintes que A et B, ce sont deux tâches qui sont précédées par une même tâche. Et c'est tout à fait évident parce qu'on ne peut lancer l'achat de la pompe ni préparer le terrain pour recevoir le montage de la pompe que si on a finalisé l'étude des pompes. Parce que cette étude-là, c'est elle qui va nous renseigner sur les spécificités techniques de la pompe à commander. Et puis, elle va nous donner les consignes pour préparer le terrain et les massifs en béton qui vont accueillir ces pompes-là. Donc, ça va de soi, c'est comme ça qu'on arrive à créer ce tableau de contraintes parce que vous pouvez vous poser cette question, qui va nous fournir ce tableau-là? Bien évidemment, c'est toute une logique de réflexion. À partir de votre WBS, dans un premier temps, vous avez pu, dans le deuxième processus, identifier toutes les activités par lot et puis toutes ces activités, vous avez pu détecter leur séquencement, que ce soit par rapport à un même lot, il y a une succession de tâches ou parfois il y a des dépendances qui peuvent appartenir à des lots différents. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Comment peut-on schématiser ce tableau-là, les données de ce tableau? Voilà, la tâche T, c'est une contrainte pour les tâches A et B. Comme vous le voyez, nous avons A et B, deux tâches qui partent du même nœud qui est le nœud de fin de la tâche T. Et donc, ces deux tâches, nous les appelons deux tâches simultanées. Pourquoi simultanées? Parce qu'elles peuvent commencer en même temps, puisque la seule contrainte qu'elles ont, c'est que toutes les deux, ce sont des tâches qui débutent après la fin de la tâche T. Donc, bien évidemment, on a le droit de les lancer en même temps, mais vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance, ce terme qui est mentionné en rouge, c'est pas du tout gratuit de le mettre en relief parce que vous allez voir, une fois on a commencé les calculs des dates, le calcul des marges, que parfois, même si on a le droit de commencer à la même date, certaines tâches peuvent avoir des plages horaires, c'est-à-dire la durée entre le nœud de début et le nœud de fin, qui est une plage horaire supérieure à leur durée. Et donc, du coup, ça leur permet
d'avoir la possibilité de commencer un tout petit peu en retard et commencer à temps et finir bien évidemment se boucler à temps. Donc, c'est pas grave, c'est pas la peine de retenir cette remarque-là maintenant, mais je vais revenir là-dessus une fois on a commencé les calculs. C'est pour ne pas, pour que vous ne vous égarez pas dans trop de détails et d'informations. Donc, la seule chose qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que lorsqu'on a deux tâches précédées par une même contrainte, par une même tâche, donc on appelle ces deux tâches qui émanent et qui partent du même nœud comme étant deux tâches simultanées. Passons à la troisième mise en situation, soit le tableau de contraintes suivant. Cette fois-ci, nous avons la tâche E qui est le montage des pentes, mais cette fois-ci, nous commençons à voir plusieurs contraintes pour une même tâche. Quelles sont les contraintes de la tâche E qui est le montage des pentes? Ce sont la tâche C et la tâche D. On ne peut monter les pentes que si la livraison a eu lieu et que si les constructions massives qui vont recevoir ces pentes ont été finalisées. Donc, comme le montre ce tableau, nous devons comprendre que cette fois-ci, nous avons deux tâches qui préparent pour une seule tâche. Et donc, comment se présentent ces deux tâches? Ce sont deux tâches, regardez le langage utilisé, qui convergent vers le démarrage d'une seule tâche, d'une même tâche. Et donc, on appelle les tâches C et D deux tâches convergentes qui précèdent une même étape. Et bien sûr, l'étape, elle peut avoir une seule tâche par la suite de départ ou deux ou trois, peu importe. Mais là, c'est une partie de projet, c'est une coupe de projet, ce tableau-là. Donc, il peut y avoir d'autres tâches à côté, mais nous, on a juste voulu montrer qu'une seule tâche peut avoir plusieurs prédécesseurs. Donc, on appelle ces tâches-là comme étant des tâches convergentes. Mise en situation 4, donc on commence à voir des cas de plus en plus complexes, c'est exprès, donc on est en train d'aller avec un rythme crescendo, petit à petit. Donc nous avons quatre tâches, A, B, C et D. Les deux premières tâches A et B, ce sont des tâches de démarrage, de début, puisqu'elles n'ont pas de prédécesseur. Ensuite, nous avons la tâche C qui est précédée par A et la tâche D qui est précédée par A et B. Donc, une tâche qui a un seul prédécesseur, une autre tâche qui a deux prédécesseurs. Normalement, et en classe, nous avons eu l'habitude de demander aux étudiants d'essayer de schématiser ce cas de figure. Donc, tous les étudiants arrivent à ce stade-là sans aucun problème. C'est-à-dire, voilà, A et B, ce sont deux tâches de début. Bien sûr, on a bien précisé qu'un projet doit avoir un seul nœud de début. Donc, on ne va pas laisser partir A d'un nœud et laisser partir B d'un autre nœud parce que toutes les deux, ça forme des tâches de début. Donc, elles commencent d'un même nœud de début du projet. Ensuite, c'est une tâche qui est précédée par A. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà la tâche C qui est précédée par A. Ensuite, on a la tâche D qui est précédée par A et B. Donc, comme vous le voyez, on a pu faire partir D du nœud de fin de B, mais il reste un problème, c'est que on doit schématiser la relation DA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tâche D doit aussi être précédée par A. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Si on a schématisé D en partant de ce nœud-là, comment nous pouvons lui donner la tâche B comme précédence alors que C est précédée uniquement par A? Donc, on commence à cogiter. Il y a certains qui font ça. Voilà, ils schématisent A deux fois. Certains étudiants, ils jugent qu'on doit schématiser la tâche deux fois. La tâche A qui précède C et la tâche A qui précède D. Chose qui ne peut pas avoir lieu. Pourquoi? Pourquoi ceci ne doit pas avoir lieu? Parce que c'est comme si on a schématisé
une tâche unique 2 fois sur le diagramme, chose qui va par la suite biaiser les calculs des dates sur notre échéancier. Donc, ça ne doit pas avoir lieu, c'est faux, c'est comme si nous avons 2 fois la tâche A. Comment allons-nous procéder pour résoudre ce problème-là? La réponse est la suivante. Comme vous le voyez, puisque C est précédé uniquement par A, on donne le lien direct à C par la tâche A, mais puisque D, c'est une tâche qui est précédée par 2 tâches, par A et B, on lui donne le lien direct par B, et puis on prolonge la tâche A par une liaison fictive qui est dite la tâche X. C'est la prolongation de A, mais avec une durée nulle. Ça veut dire que la durée que l'on va comptabiliser par la suite, c'est uniquement la durée de A. On ne va pas reprendre la même durée sur la tâche fictive. C'est pas grave. Ne retenez pas cette histoire des dates. On va la voir ultérieurement. C'est juste pour vous donner une idée sur la signification de cette tâche fictive. Donc, on est obligé de créer cette tâche fictive et d'ailleurs, elle est mentionnée en pointillé. Elle aura une durée nulle. Vous allez mieux comprendre cette durée nulle dans les parties à venir pour modéliser cette condition d'antériorité entre les 2 tâches. Parce que tout simplement, on n'a pas le droit de schématiser A doublement, mais plutôt on a le droit de prolonger la durée de A, c'est-à-dire la précédence de A vers le nœud de début de D. Et comme ça, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une étape de début de D qui ramène la précédence par B et la précédence par A. Donc, A appartient au chemin supérieur et elle conditionne une tâche du chemin inférieur. D'accord? C'est pas grave si vous n'arrivez pas jusque-là à bien saisir la notion de tâche fictive. On aura plein d'occasions pour mieux illustrer cette tâche-là et pour la comprendre en profondeur. Mise en situation 5, voilà, on commence à voir des exercices un peu plus complexes. On ajoute les tâches T et E au tableau des contraintes précédents, là où il y a la tâche C précédée par A et D précédée par A et B. Mais cette fois-ci, nous avons une tâche T de démarrage, comme vous la voyez, A et B précédées par T. Donc, ce ne sont plus des tâches de démarrage, mais plutôt la tâche de démarrage est bien la tâche de l'étude des pompes. Donc, on essaie de donner des exemples logiques de par leur énoncé, de par le descriptif des tâches. Donc, l'étude des pompes précède l'achat et précède la préparation du terrain. Ensuite, l'achat précède la livraison, ça va de soi, et la préparation terrain précède la construction des massifs. Mais une autre contrainte devrait être envisagée. Voici l'exemple qui va vous faire comprendre tout. Je ne peux construire les massifs que si j'ai les spécificités techniques des pompes que nous avons commandées pour que je puisse prendre les mesures nécessaires en vue de finaliser les massifs qui vont recevoir les pompes. Et du coup, je suis obligée de prolonger la tâche A vers D parce que A, c'est vrai qu'elle appartient à ce lot d'approvisionnement, achat et livraison, mais en même temps, une tâche d'appro, elle précède une tâche du lot des travaux génie civil. Donc voilà la tâche X qui précède la construction des massifs. Et puis, nous avons le montage des pompes. Une fois les pompes sont là, une fois que les massifs sont construits, donc nous allons monter les pompes. Donc voilà un lot ou un projet du début jusqu'à la fin, comment il est perçu, et là où nous voyons toutes les sortes et tous les types de tâches. Donc on voit les tâches simultanées, on voit les tâches convergentes, on voit 2 tâches successives, etc. On voit la tâche fictive pour transporter une précédence d'un chemin vers un autre chemin. Donc, on va consolider ceci davantage au fur et à mesure qu'on avance dans notre cours.
Une application, on va dessiner le réseau perte correspondant aux tables de tâches ci-dessous. Donc voilà, nous avons 4 tâches A, B, C et D. A, une tâche de début, B précédée par A, C précédée par A et D précédée par B et C. Donc, A, tâche de début, B précédée par A, C précédée par A, je m'excuse, hein. Donc, C précédé par A et puis D précédé par B et C. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que D soit précédé par B et C? Et là, la question se pose. Est-ce que nous allons faire partir D de C ou D de B et rajouter une tâche fictive? Ou est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire la tâche fictive? Donc, on va essayer de juger ensemble quand est-ce qu'il y a obligation de travailler avec des tâches fictives, de prolonger les relations avec des tâches fictives, et quand est-ce qu'on n'est pas obligé de faire recours aux tâches fictives. A priori, si on n'a pas été averti ou peut-être que le projet contient d'autres tâches, nous allons faire ça. Voilà, D est une tâche précédée par B. Et donc, qu'est-ce qui me reste à faire? Puisque D, elle est aussi précédée par C, ça va me paraître évident, soit de tracer D une deuxième fois, ce qui est complètement faux. On s'est bien dit qu'il ne faut jamais présenter la même tâche deux fois. Ou peut-être qu'on va faire recours à une tâche fictive pour prolonger C vers D. Mais est-ce que d'après vous, comme apparaît le schéma devant vous, est-ce que c'est vraiment obligatoire d'utiliser cette tâche fictive si jamais le projet comporte uniquement ces tâches-là? Donc, comment nous allons raisonner? Donc, voilà, si nous rajoutons la tâche E à notre tableau de tout à l'heure, qui est précédée par C, nous maintenons la tâche fictive en vue d'assurer la précédence de D par C. Pourquoi? Parce que notre projet il a encore de la continuité. Ça veut dire que C, elle précède la tâche E. Donc, on a une seule relation entre C et E. Ça va de soi que l'on va trouver le lien direct. Mais puisque D, elle est précédée à la fois par B et C, donc par B sur le chemin supérieur, nous sommes obligés d'utiliser la tâche fictive pour amener C à D. Mais si E n'existait pas sur le tableau, regardez, si on revient à notre tableau initial et que C n'a pas d'autre successeur, il n'a pas E comme successeur, il n'a pas alors besoin de tâches fictives parce que B et C seront à la fois deux tâches simultanées parce qu'ils partent toutes les deux de la tâche du nœud de fin de A, mais en même temps, ce sont deux tâches convergentes parce que toutes les deux, elles convergent vers la tâche D. Donc voilà, on n'a plus besoin d'une tâche fictive à ce niveau parce que C n'a pas d'autre successeur. Il n'y a pas E comme successeur. Et donc, du coup, B et C convergent toutes les deux vers le nœud de début de la tâche D. Donc, ainsi, je pense que c'est bien clair et que vous arrivez à bien retenir la notion de tâche simultanée, convergente, quand est-ce qu'il faut utiliser la tâche fictive, quand est-ce que pas. Donc, la tâche fictive, elle est là pour prolonger des tâches qui ont plusieurs dépendances. Mais dès lors que la tâche n'a pas plusieurs dépendances, généralement, on peut éliminer cette tâche fictive. Donc, vous avez l'exemple et le contre-exemple de la diapo précédente. Deuxième application, voilà, vous avez un projet qui comporte 6 tâches A, B, C, D, E, F avec les contraintes suivantes. Donc, A et B, deux tâches de début. C et D, deux tâches précédées par A. Donc, elles sont simultanées parce qu'elles partent du nœud de fin de A. E précédé par D et B. Donc, D et B vont converger vers E. Et F précédé par C et E. Donc, C et E vont converger vers
F. Voilà comment nous allons schématiser notre diagramme. A et B, ce sont deux tâches de début. Voilà le nœud de début, un seul nœud de début, je le répète. Ensuite, C et D vont partir de A. Donc, ce sont deux tâches simultanées qui partent du nœud de fin de A. Et puis, E qui part de D et de B. Donc, D et B, vous les voyez, ce sont deux tâches qui convergent vers E. Et puis, F, elle est précédée par C et E. Donc, c'est le même cas de figure que tout à l'heure qui se répète. Est-ce qu'on va faire partir F de C et rajouter une tâche fictive de E vers le nœud de début de F, ou est-ce qu'on va faire partir F de E et rajouter une tâche fictive de C vers le début de F, ou est-ce qu'on va laisser tomber la tâche fictive parce que tout simplement C n'a pas d'autre successeur et du coup il peut converger directement avec E vers le nœud de début de F. C'est ce que nous allons voir au niveau de cette suite de présentation. Si on procède ainsi, c'est faux. On n'a pas le droit de schématiser la tâche deux fois. Donc, on s'est mis d'accord que c'est faux. Donc, on ne doit plus commettre cette erreur-là. Si on fait ça, c'est possible. À condition de quoi on peut faire ça? À condition que C soit suivi d'une autre tâche, autre que F, telle que, par exemple, la tâche G. Donc, c'est faux. Puisque C n'a pas de successeur ici, C n'a pas d'autre successeur. Il précède uniquement F. Et du coup, il suffit de prolonger C vers le nœud de début de F. Donc, on a C et E qui précèdent la tâche F. Donc, il n'y a pas lieu de tâche fictive. C'est correct de schématiser ainsi, mais pour mieux réussir l'échéancier par la suite, je vous conseille de faire un schéma esthétiquement acceptable parce que par la suite, on va essayer ensemble de schématiser un ordonnancement cohérent, clair et net, avec assez d'espace, chose qui vous permettra par la suite de faire les bons calculs, de bien superviser l'exécution de vos tâches, d'avoir une idée sur les parties à superviser à chaque fois qu'on passe d'un niveau à un autre. Vous allez mieux me comprendre une fois j'ai atteint la méthode des niveaux. Voilà, elle est là, la méthode des niveaux. Elle est utilisée lorsqu'il s'agit d'une grille complexe qui se développe à partir d'un tableau d'antériorité afin de faciliter la représentation du projet. Donc, il suffit de définir le niveau 1 comme étant l'ensemble des tâches n'ayant pas de tâches antérieures, c'est-à-dire les tâches de début qui n'ont pas de prédécesseur. Ce sont toutes des tâches de premier niveau. Ce sont des tâches avec lesquelles nous allons commencer notre projet. On barre dans le tableau des antériorités les tâches qui n'ont plus d'antériorité, c'est-à-dire par exemple là, les tâches de niveau 1, pour obtenir le niveau 2. Ensuite, on barre les tâches de niveau 2 dans le tableau d'antériorité pour obtenir les tâches de niveau 3, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on réussisse à identifier tous les niveaux qui nous donneront la position des sommets de début des tâches correspondantes. Peut-être que là, théoriquement, en lisant des passages comme le montre la diapo, ça ne va pas vraiment être facile à assimiler. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi, mes collègues et moi, de vous exposer une méthode basée sur un exemple concret. Donc, vous avez un projet, regardez combien il contient de tâches, voici leurs prédécesseurs. Nous allons commencer ensemble à visualiser et à détecter les niveaux. Par la suite, vous allez mieux comprendre à quoi va servir cette méthode par les niveaux. D'ailleurs, elle nous donnera très facilement l'allure finale de notre diagramme de perte. Donc, quelles sont les tâches de premier niveau sur cet exercice? Ça va de soi que c'est uniquement A qui est de premier niveau parce qu'elle n'a pas de prédécesseur. Donc, voilà, A est une tâche sans prédécesseur, c'est l'unique tâche sans prédécesseur, donc elle est de niveau 1.
Maintenant, je vais barrer toutes les A qui existent sur le tableau pour identifier les tâches de second niveau. J'ai barré A ici, ici, ici et ici. Ça va donner quoi? Ça va identifier les tâches de second niveau. Donc, toutes les tâches qui sont précédées par A, voilà, j'ai éliminé le A dans toute la colonne prédécesseur. À chaque fois qu'il y a A qui est de niveau 1, je l'ai éliminé. Donc, toutes les tâches qui étaient précédées par A, automatiquement, puisque A est de premier niveau, ces tâches-là sont de second niveau, comme le montre le tableau. Ensuite, je vais supprimer sur la colonne des prédécesseurs toutes les tâches de niveau 2. Par exemple, la B, elle est là et elle est là. Par exemple, la tâche F, elle précède G, H et I. Par exemple, la tâche K, elle précède E. Et la tâche L, elle précède J. La chose que je peux constater, regardez bien, que j'ai pu conclure que C est une tâche de troisième niveau parce qu'elle n'a plus de prédécesseur. G, H et I qui étaient précédées par une seule tâche de second niveau sont des tâches de troisième niveau. M aussi, elle était précédée par B qui est de second niveau, donc c'est une tâche de troisième niveau. Mais pour la tâche D, là où C était, là où on a barré, qu'est-ce qu'on a barré? C et G, ce sont des tâches de troisième niveau. Non, pour E, par exemple, on a éliminé tout à l'heure une tâche de second niveau qui est la tâche K. Mais on ne peut en aucun cas considérer E comme étant une tâche de troisième niveau parce qu'elle comporte encore des prédécesseurs. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Pour J aussi, on a éliminé la tâche L, mais il reste encore la tâche I. Elle était de second niveau, mais on ne peut pas se prononcer pour dire que J est de troisième niveau parce qu'il reste encore la tâche I. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va barrer les tâches de niveau 3 qui sont C, G. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure pour D? Puisqu'elle est précédée par deux tâches de niveau 3, automatiquement, elle va être de niveau 4. Ici, pour E, on a barré H et M parce qu'elles sont de niveau 3. Mais est-ce qu'on peut dire que E est de niveau 4? Jamais, parce que D est de niveau 4. Donc, si je vais barrer D, je vais obtenir que E est de niveau 5. Et pour J, puisqu'elle est précédée encore par I de niveau 3, ça va donner lieu, regardez, à un niveau 4. Et en éliminant D de niveau 4, on va obtenir E de niveau 5. Et voilà, nous avons pu identifier tous les niveaux de toutes les tâches. À quoi ça va nous servir? C'est ce que nous allons découvrir immédiatement à la suite de cette présentation. Donc voilà, un petit récapitulatif. Nous avons une seule tâche de niveau 1, 4 tâches de niveau 2, 5 tâches de niveau 3, 2 tâches de niveau 4 et une tâche de niveau 5. Ici, c'est le tableau des prédécesseurs ou de contraintes. Il servira toujours comme élément de référence. On met les tâches par niveau. Ici, la tâche A. Ici, toutes les tâches, on les met verticalement. Là aussi, pour le niveau 3, par exemple, B précède qui B? Elle précède C et M. Et F, elle précède G, H et I. On les met verticalement. Puis, on a le niveau 4. On a la tâche D et J. J, elle est précédée par I et L. Et la tâche D, elle est précédée par C et G. Donc, on met les tâches devant leurs prédécesseurs. Et puis ici, le niveau 5, c'est uniquement la tâche E qui est à la fois précédée par K, précédée par M, précédée par H et précédée par D. Qu'est-ce qu'on est censé faire? De ce tableau-là, nous avons obtenu un tout petit peu l'idée sur l'allure de notre diagramme de perte. Quelle est la tâche de début? C'est la tâche A. Quelles sont les tâches de second niveau précédées par A? Ce sont les tâches B, F
L et K. Quelles sont les tâches de niveau 3? C'est C, G, H, I et M en se référant au tableau de tout à l'heure. Je m'excuse, en se référant à ce tableau, pour schématiser les tâches de niveau 3, je dois mettre C et M comme deux tâches simultanées qui partent de B et G, H et I comme trois tâches simultanées qui partent de F. Regardez. M et C partent de B et G, H, I partent de F. Je continue. Le niveau 4, D et J. Elles sont comment D et J? D, elle est précédée par C et par G. Regardez, c'est pour ça qu'on a inversé. Au lieu de mettre C en haut et M en bas, on a mis M en haut et on a rapproché la tâche C et la tâche G parce qu'on a bien compris que C et G précèdent la tâche D. Et pour J, c'est une tâche qui est précédée par I et par L. I de niveau 3 et L de niveau 2. Qu'est-ce que nous allons faire d'après vous? Donc voilà D qui est précédé par C et G selon notre tableau de contraintes et J qui est précédé par I et qui devrait être précédé par L. Je vais compléter tout d'abord toutes les relations directes. Ensuite, on va revenir sur notre tableau de contraintes pour pouvoir schématiser toutes les autres relations qui manquent à notre diagramme. Mais au moins, cette méthode par les niveaux, elle nous a permis au moins de donner l'allure globale, l'allure générale de notre diagramme et surtout de séquencer notre organigramme des tâches du démarrage du projet jusqu'à la fin du projet. Quelle est la tâche de fin? C'est la tâche E. La tâche E, elle est précédée par D, comme le montre le tableau, D, H, K et M, mais la tâche qui la précède immédiatement, c'est-à-dire qui appartient à un niveau 4, c'est la tâche D. Qu'est-ce qui manque comme relation? Il lui manque la tâche H, il lui manque la tâche M et il lui manque la tâche K. Mais là, il y aura certainement un croisement. Parce que si je vais relire mon tableau, regardez comment on fait pour ne pas se tromper. On doit partir de la première tâche jusqu'à la dernière tâche et essayer de compléter au fur et à mesure qu'on fait la vérification. A, c'est une tâche de début. C'est correct. B, c'est une tâche précédée par A. Elle est là, elle est bien schématisée. C, c'est une tâche précédée par B. C'est correct, elle est là. D, c'est une tâche précédée par C et G. C'est vérifié. E, par contre, je viens de le dire, c'est une tâche précédée par 4 tâches. D qui est de niveau 4, H de niveau 3, K de niveau 2 et M de niveau 3. Donc, on est dans l'obligation de prolonger M, de prolonger H et de prolonger K. F, c'est une tâche précédée par A. C'est correct. G, c'est une tâche précédée par F. C'est correct. H, idem. I, c'est la même chose. Toutes les trois sont précédées par F. J, précédée par I et par L. I, elle est là, mais L, je dois la prolonger. Ensuite, K, précédée par A, c'est correct. L, précédé par A, c'est correct. Et M, précédé par B, c'est correct. Donc, si on revient vers les parties manquantes, c'est E qui manque de prédécesseur. Il faut prolonger M, H, K avec D. Et puis, pour J, il faut prolonger L, ce qui nous donnera ça. Bien sûr, nous ne devons pas accepter la présence de tâches fictives. Pourquoi on ne doit pas accepter cette prolongation par des tâches fictives? Parce que tout simplement, notre tableau de contraintes ne comporte pas des tâches successeurs, ni pour M, ni pour H, autre, c'est-à-dire que E, M n'a pas d'autre successeur. Donc, je peux éliminer la tâche fictive et prolonger directement M qui va converger avec D vers la tâche E. C'est la même chose pour H. Quand est-ce que je peux utiliser cette tâche fictive? C'est lorsque H a d'autres dépendances. Par exemple, H précède la tâche Z. Donc là,
je dois utiliser la tâche fictive puisqu'il y a plusieurs tâches qui démarrent de H. De même pour L, de même pour K. Regardez K. K, elle se croise ici avec J. Il ne faut pas, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'il y ait des tâches qui se croisent. Donc, la solution ici, si on était en classe, j'aurais pu vous demander la question pour vous dire quelle est la solution pour que K ne se croise pas avec J. Et donc, c'est très simple. Sachant que K est une tâche qui a très peu de dépendance, c'est-à-dire c'est une tâche qui est précédée uniquement par A et qui est en relation uniquement avec E, c'est-à-dire qu'elle précède E. Donc, cette tâche-là, je peux la mettre en haut, en extrême haut. Pourquoi? Parce qu'elle part de A et elle converge vers E. Je ne suis pas obligée de la mettre en bas parce que sinon, elle va se croiser avec les tâches qui se trouvent en bas. Pour la tâche J, puisqu'elle n'existe pas dans les prédécesseurs, elle ne précède personne. Elle n'est pas présente ici, la tâche J. Donc, nous devons comprendre que J, c'est une tâche de fin. C'est une tâche de fin de projet. Donc, elle ne doit pas s'arrêter là, mais elle doit plutôt s'arrêter au nœud de fin. Donc, E et J, les deux n'existent pas sur la colonne des prédécesseurs. Du coup, ce sont des nœuds de clôture. Tout comme les tâches qui n'ont pas de prédécesseur, ce sont des tâches de début. Donc, comment peut-on corriger ce diagramme de perte une fois nous avons compris et nous avons bien détecté qu'il ne fallait pas mettre des tâches fictives parce que ces tâches sont directement en relation avec leurs successeurs et qu'elles ne dépendent pas d'autres tâches dans la continuité. Du coup, voilà comment nous devons prolonger la tâche M vers E, la tâche I et la tâche K. Mais pour éviter ce croisement, nous nous sommes mis d'accord que K doit se mettre en haut. Mais, ceci est dit, s'il vous plaît, comme vous le voyez, ce schéma, il est un tout petit peu compliqué à visualiser, à faire la bonne lecture. Par la suite, lorsqu'on va commencer la partie de calcul, peut-être que ça va nous déranger parce que les tâches sont trop collées. On ne va pas réussir à écrire rien du tout sur notre diagramme. C'est la raison pour laquelle il faut choisir cette formule-là. Regardez, il vaut mieux créer de l'espace. Plus vous éloignez les chemins parce que celui-là, c'est un chemin, celui-là, c'est un autre chemin, celui-là, le chemin qui passe par toutes les tâches, donc A, F, G, par tous les niveaux, je m'excuse, c'est un chemin, etc. Donc, comme vous le voyez, on a mis K en haut et puis on a trouvé le moyen d'agencer les tâches d'une manière cohérente et on a bien saisi à travers donc cette partie-là que on a réussi à mettre les tâches qui appartiennent à un même niveau d'une façon parallèle. Une autre chose que peut permettre cette méthode des niveaux, c'est de nous renseigner sur le périmètre à superviser pour chaque niveau. J'ai débuté mon projet par une seule tâche, donc j'ai à superviser une seule tâche, mais à partir d'un certain moment, une fois cette tâche est bouclée, je serai amené à superviser 4 tâches. Ces 4 tâches ne vont pas se clôturer toutes les 4 à la fin du niveau 2. Il y a 2 uniquement qui se clôturent, tandis que K et L, ce sont des tâches qui vont continuer. Donc, quel est le niveau le plus complexe à gérer? Et là où il y a beaucoup de tâches à superviser en même temps, c'est le niveau 3 parce qu'on a déjà identifié 5 tâches, je m'excuse, qui débutent, la tâche M, C, G, H et I. Et à part ces 5 tâches qui débutent au 3e niveau, après l'achèvement de 2 tâches de second niveau, on a K qui continue à s'exécuter et on a L, une tâche de second niveau, qui continue à s'exécuter. Donc, voilà le niveau là où on a beaucoup de choses à superviser et à accompagner. Ensuite, le niveau 4. C'est vrai que le niveau 4 comporte uniquement le lancement de 2 tâches qui sont la tâche D et J, mais avec ces 2 tâches, on a encore 3 autres tâches qui continuent. La tâche K qui continue, la tâche M qui continue à être exécutée, la tâche H qui continue à être exécutée parallèlement à ce lancement des tâches D et J pour finir en douceur avec
la tâche E de 5e niveau et la tâche G qui a débuté au 4e niveau pour être bouclée à la fin de notre projet. Donc, j'espère qu'après avoir décortiqué cette méthode des niveaux, je pense que à cet instant-là, avec un peu plus de recul, un peu d'attention, vous allez bien saisir l'intérêt de cette méthode, comment elle peut nous fournir une meilleure visibilité sur l'ordonnancement et par la suite sur le suivi, sur la surveillance de l'exécution de notre projet, chose qui prépare aussi pour la prochaine séance au niveau de laquelle nous allons réussir à calculer les dates clés et à déterminer les marges de manœuvre relatives à toutes les tâches du projet. Donc, j'arrive à la fin du contenu de cette séance. J'espère que la présentation a été claire. Certainement, lorsqu'on va continuer avec le processus de l'élaboration de l'échéancier, beaucoup de choses qui sont à l'heure actuelle dans un stade purement théorique vont être plus visibles et plus compréhensibles. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance.